Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo introduisant les options. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un résumé sur ce produit financier, débutant par une compréhension fondamentale des options, en passant par les divers paramètres, types et stratégies, jusqu'à l'application pratique du trading d'options. Nous aborderons les options vanille et exotiques, les différents profils PNL, ainsi que les diverses stratégies et combinaisons que l'on peut faire avec les options, et aussi nous aborderons le hedging avec les options. Ensuite, nous explorerons l'arbitrage d'options, les relations qui en découlent comme la parité call-put et bien d'autres. Ces concepts sont des concepts clés pour comprendre la valorisation des options. Une fois cela fait, nous commencerons par introduire le modèle binomial, non seulement en théorie, mais aussi nous ferons une implémentation pratique sur le langage Python. Et puis de même, une fois cela fait, nous introduirons le modèle Black-Scholes, et pareil ici, nous ferons la partie théorique et l'implémentation avec Python. Pour finir, nous introduirons les grecs, ces mesures de risque essentielles pour faire du trading d'options. Pour finir, nous donnerons un exemple de comment ces différents concepts peuvent être utilisés dans des stratégies de trading basées sur les options. Et enfin, nous conclurons par relevant les fausses stratégies souvent données sur internet lorsqu'il s'agit de trading d'options, et en quoi les modèles que nous avons vus dans cette vidéo sont trop simplistes pour pricer les options correctement dans les conditions de marché actuelles, malgré le fait qu'ils aient une logique qui permet de développer par la suite des modèles bien plus complexes. Cette vidéo sera séparée en deux parties, donc si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à mettre la cloche des notifications, ainsi que, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. Donc, pour clarifier cela, prenons une option européenne, qui est le cas le plus classique, donc qui peut être exercée qu'à la fin du contrat d'option, qui peut être définie en une phrase simple. Cette option donne le droit mais pas l'obligation à l'acheteur d'acheter ou de vendre un produit financier à un prix et à une date fixée à l'avance en échange d'une prime de risque qu'il paie au vendeur de l'option. Commençons par comparer un contrat d'option à une assurance. Imaginez que vous possédez des actions Apple et que vous souhaitiez vous protéger contre une éventuelle baisse de leur valeur. Dans ce contexte, l'option fonctionne comme une assurance. Elle offre une protection contre les pertes financières, tout comme une police d'assurance protège contre les sinistres. L'utilisation d'une option pour se protéger contre les risques de marché est connue sous le terme de hedging. Par exemple, en achetant une option de vente sur des actions Apple, vous vous assurez la possibilité de vendre vos actions à un prix prédéfini, même si le marché chute. Cette option accorde à l'investisseur le droit, mais pas l'obligation, de vendre ses actions Apple à un prix fixé à l'avance, appelé le prix d'exercice, ou strike en anglais, à une date spécifique dans le futur. Supposons que le prix d'exercice soit égal au prix de l'action Apple au moment de l'ouverture du contrat et que l'option ait une échéance de 3 mois. Si, dans les 3 mois, le prix de l'action Apple baisse, l'investisseur peut exercer son option et vendre ses actions au prix d'exercice convenu, se couvrant ainsi contre la baisse. Si le prix de l'action monte, l'investisseur peut choisir de ne pas exercer son option et de vendre ses actions au prix du marché, mais il aura tout de même payé la prime de l'option. Dans le cas d'une option d'achat, la logique est complètement similaire. L'investisseur a le droit d'acheter l'action à un prix fixé à l'avance, il se couvre donc contre la hausse et non la baisse. Outre leur utilisation à des fins de couverture, les options peuvent aussi être utilisées pour la spéculation. Dans ce cadre, les investisseurs achètent ou vendent des options dans l'espoir de réaliser un profit basé sur leur anticipation des mouvements futurs de marché. Ainsi, au-delà de la protection, les options offrent des opportunités pour les investisseurs désireux de parier sur les mouvements futurs des prix des actifs sous-jacents. Pour faire une analogie simpliste, on peut prendre l'exemple d'une assurance contre les incendies qui pourrait être prise sur une maison qui ne nous appartient pas. Si cette maison brûle, alors on touche la valeur des dégâts causés par l'incendie. Bien sûr, en plus s'ajoute la prime de l'assurance que l'on devra payer. Et si la maison ne brûle pas, eh bien on paye juste la prime de l'assurance et on reçoit rien du tout. Le cas le plus simple d'option et le plus classique possible, c'est l'option européenne qui ne peut s'exercer seulement à la fin du contrat. Et cette option se caractérise par 3 éléments principaux. De 1, son strike, donc le prix d'exercice, à partir duquel la contrepartie, donc le vendeur d'options, s'engage à acheter ou vendre le sous-jacent à un prix fixé à l'avance, justement ce prix d'exercice. De 2,
le type de l'option. Une option d'achat se nomme un call et une option de vente se nomme un put. En troisième, on a la maturité de l'option qui est justement la date à laquelle le vendeur de l'option s'engage à racheter ou à vendre le sous-jacent. Un aspect crucial à considérer dans l'étude des contrats d'option est le concept d'actif sous-jacent. L'actif sous-jacent est le produit financier sur lequel repose le contrat d'option. Dans les cas classiques, il s'agit souvent d'une action, mais il peut aussi également concerner d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières. Dans des situations plus atypiques, l'actif sous-jacent peut également être un indice climatique par exemple. En comprenant le rôle et la nature de l'actif sous-jacent, les investisseurs peuvent ainsi mieux gérer le risque associé à leur contrat d'option. Commençons par définir les équations qui déterminent les payoffs des options. Ces équations représentent les valeurs perdues par le vendeur et gagnées par l'acheteur à l'échéance du contrat. Pour une option d'achat ou call, la formule du payoff est C indice P égale au maximum entre la différence de S indice T moins K ou alors 0. Cela signifie que le gain est la différence entre ST, le prix du sous-jacent sur le marché à l'échéance T, et K, le prix d'exercice de l'option. L'intuition derrière cette formule est que l'acheteur exercera son droit d'achat seulement si le sous-jacent peut être acquis à un prix inférieur à celui du marché. En revanche, en revendant ensuite le sous-jacent sur le marché, l'acheteur réalise un profit qui, justement, va être égal à ST moins K, à condition que cette différence soit positive. Si ST est inférieur à K, l'option n'est pas exercée, si l'investisseur est rationnel, et le payoff est égal à 0. Maintenant, passons à l'option de vente, ou put. La formule du payoff pour un put est P indice P, indice P pour payoff, égale au maximum entre K moins ST et 0. Ici, le principe est inversé par rapport au call. L'acheteur d'un put réalise un profit si le prix du marché S indice T est inférieur au prix d'exercice K. Dans ce cas, il peut vendre le sous-jacent au vendeur de l'option à un prix plus élevé que le prix du marché. Il profite alors de K moins S indice T tant que cette différence est positive. Si S indice T est supérieur à K, l'option n'est pas exercé, le payoff est de 0. Examinons maintenant les 4 positions principales que l'on peut prendre avec des options. Pour l'achat d'une option call, le PNL commence à être négatif, égal à la prime payée pour l'option. Tant que le prix du sous-jacent reste en dessous du prix d'exercice, le PNL reste constant et négatif. Lorsque le prix du sous-jacent dépasse le prix d'exercice, le PNL commence à augmenter. C'est ce qu'on observe sur ce graphique. L'acheteur passe en territoire positif lorsque le gain dérivé de l'exercice de l'option dépasse la prime payée, parce que l'option n'est pas gratuite, elle va avoir un coût, et donc on va commencer bien sûr en négatif. Pour l'acheteur d'une option put, le principe est similaire, mais dans le sens inverse. Le PNL commence également négatif, équivalent à la prime de l'option. Le PNL augmente lorsque le prix du sous-jacent tombe en dessous du prix d'exercice et l'acheteur réalise un profit si la baisse du prix du sous-jacent est suffisamment importante pour couvrir la prime payée. Parce qu'ici, on gagne sur la baisse. En ce qui concerne les vendeurs d'options, leurs profils de PNL sont effectivement l'opposé de ceux des acheteurs. Dans un jeu à somme nulle, les pertes des acheteurs sont les gains des vendeurs et vice-versa. Ainsi, le vendeur d'une option call réalise un profit fixe égal à la prime reçue, payée par l'acheteur, bien sûr, tant que le prix du sous-jacent reste en dessous du prix d'exercice. Si le prix dépasse le prix d'exercice, le vendeur commence à subir des pertes, qui peuvent potentiellement être illimitées. De même, le vendeur d'une option put gagne la prime et reste en profit tant que le prix du sous-jacent ne tombe pas en dessous du prix d'exercice. Si cela se produit, le vendeur subit des pertes qui augmentent à mesure que le prix du sous-jacent diminue. Après avoir exploré les bases des options, plongeons dans des stratégies de combinaison plus avancées. Ces stratégies impliquent l'utilisation de différentes positions sur diverses options pour créer des profils de profit et de pertes aux caractéristiques plus complexes. On va ici en voir que quelques-unes, il en existe énormément. On va commencer par les straddles. Cette stratégie combine une option d'achat et une option de vente avec le même prix d'exercice et la même échéance. Elle est idéale dans des situations où une forte volatilité de marché est attendue sans préjuger de la direction du mouvement du prix du sous-jacent. Donc en fait ici on s'en fiche de savoir si le prix du sous-jacent va monter ou baisser dans le futur. Il est important de noter que dans les paris sur la volatilité, l'objectif n'est pas seulement de déterminer si la volatilité sera élevée ou basse, mais surtout de savoir quand la volatilité sera élevée et si le marché estime correctement cette volatilité. Ça implique une compréhension approfondie du timing de marché, des attentes du marché, ce qui peut être crucial pour le succès de ces stratégies. Pour les strangles, qui est en fait une sorte de version généralisée des straddles, les strangles utilisent des options avec des prix d'exercice différents
pour offrir plus de flexibilité. Cette stratégie implique de jouer sur les prix d'exercice des options en choisissant des options at the money ATM, in the money ITM ou out of the money OTM afin d'ajuster le coût de la stratégie, le niveau de prix nécessaire pour réaliser un gain et les niveaux de volatilité intendus. Donc les options ATM, ce sont des options avec des prix d'exercice très proches du prix actuel du sous-jacent, offrant un potentiel de réactivité élevé au mouvement de prix. Pour les options in the money ou ITM, ces options ont un prix d'exercice déjà avantageux par rapport au prix actuel, avec une valeur intrinsèque dès le départ, mais elles sont plus coûteuses. Les options out of the money ou OTM, ces options, elles nécessitent un mouvement plus important du sous-jacent pour devenir rentables, étant donné que leur prix d'exercice n'est pas encore avantageux. En combinant judicieusement ces différents types d'options, les traders peuvent créer des stratégies de strangle adaptées à leurs attentes et en termes de coûts, de risques et de potentiel de gain, avec un profil PNL opposé en position coût. Le profil PNL pour cette stratégie est assez similaire aux stratégies de straddle. Ici, dans l'exemple, on peut voir que c'est un strangle, donc justement, vu qu'on prend des prix d'exercice différents, la volatilité va devoir être plus importante, mais on peut aussi constater que le coût de la stratégie initialement est plus faible que pour le straddle. Donc c'est un compromis à faire. Ensuite, nous allons voir donc les bull spread et les bear spread. Les bull spread, c'est une stratégie optimiste utilisant deux options d'achat ou de vente avec des prix d'exercice différents, bénéficiant d'une hausse modérée du sous-jacent. Au bout d'un certain moment, on va stagner dans nos gains, mais on va aussi stagner dans nos pertes. On va gagner sur une certaine plage de mouvement du sous-jacent. Après, on s'arrêtera de gagner, on s'arrêtera de perdre. Pour les bear spread, c'est exactement là. C'est une stratégie qui utilise deux options pour profiter d'une baisse attendue du sous-jacent dans un certain intervalle. On peut construire ces stratégies avec des calls comme avec des puts. On peut le voir, soit K1 plus petit que K2, je rappelle que K c'est le strike, P une option de vente put et C une option d'achat call. Alors, pour un bull spread, on a C indice K1 moins C indice K2, donc moins pour dire qu'on vend le call avec un strike K2 et on achète le call avec un strike K1. Donc avec des calls, ça c'est la position pour le bull spread. Et pour les puts, c'est on achète un put K2 de strike K2 et on vend un put de strike K1. Voilà comment on peut construire un bull spread. Pour le bear spread, c'est exactement la même chose, il y a deux possibilités. Soit on achète un call de strike K2 et on vend un call de strike K1, soit on achète un put de strike K1 et on vend un put de strike K2. Ce que nous avons vu ici ne représente que la partie émergée de l'iceberg de tout ce qui est possible de construire avec des options. Il existe de nombreuses autres stratégies, chacune avec leurs propres nuances et conditions d'utilisation optimales. En plus de ces stratégies, il existe des options plus exotiques avec leurs propres caractéristiques. Il existe notamment les options américaines qui peuvent être exercées à tout moment avant l'échéance. Il existe aussi par exemple les options barrières qui peuvent s'activer ou se désactiver en fonction du chemin qu'a pris le cours du sous-jacent avant échéance. Ou encore les options asiatiques qui elles vont plutôt que prendre au calcul du payoff le prix du sous-jacent à l'exercice du contrat, elles vont plutôt prendre une moyenne de prix du sous-jacent sur une période donnée. Ici encore ce ne sont que 3 exemples et il en existe encore beaucoup d'autres. Voyons maintenant un concept très important en finance de marché qui va nous servir de base pour monter toute la théorie de pricing des options. L'absence d'opportunité d'arbitrage, ou AOA, est un concept clé qui découle de l'hypothèse d'efficience des marchés financiers, ou EMH pour Efficient Market Hypothesis. Pour le comprendre dans un cadre simplifié, imaginons un marché idéal. Par marché idéal, j'entends un marché parfaitement liquide, sans friction. Par friction, j'entends bien sûr les coûts de transaction, les spreads, bid-ask, le slippage, les latences, etc., etc. Et ensuite, où tous les acteurs de ce marché vont être parfaitement rationnels. Ces participants visent alors à maximiser leur fonction d'utilité, prenant leurs décisions sur l'ensemble des informations disponibles. Dans ce marché idéal, l'absence de friction implique une diffusion optimale de cette information. Par conséquent, quand les intervenants vont acheter ou vendre sur base de cette information, ils vont influencer les prix. Ces derniers vont fluctuer, augmentant ou diminuant au gré des transactions, jusqu'à atteindre un point d'équilibre. Le prix d'équilibre est bien particulier, car il est déterminé par l'ensemble de l'information disponible, traitée de manière rationnelle par tous les acteurs du marché. On en déduit que le marché est efficient, c'est-à-dire que, à chaque instant, le prix d'un actif reflète toute l'information disponible à ce moment-là.
Ainsi, l'AO1 implique qu'il est impossible de générer un profit sans risque sur base d'une quelconque information, car les prix d'un marché efficient englobent déjà toutes les informations pertinentes. Ce concept souligne l'idée que dans un marché efficient, les prix sont toujours justes, reflétant parfaitement la valeur intrinsèque des actifs en tenant compte de toutes les données disponibles. Cette hypothèse, bien qu'elle puisse paraître surréaliste, constituera la base de nos raisonnements futurs, en particulier pour déterminer le juste prix d'une option. Il est important de noter que même si cette hypothèse peut sembler surréaliste, il est généralement reconnu que les marchés financiers tendent à devenir de plus en plus efficients avec le temps. Ainsi, bien que basés sur une conception idéalisée du monde, ces modèles sont pertinents. Ils nous permettent de comprendre qu'en moyenne, les marchés évoluent progressivement vers l'état décrit par notre hypothèse de départ. Cette tendance vers une efficience accrue rend l'application de ces hypothèses utile, même dans des contextes imparfaits, car elle fournit une référence vers laquelle les marchés tendent à se diriger à long terme. Posons nos notations pour la suite. S indice petit t va être égal à notre cours de l'action, ou du sous-jacent plus généralement, à la date t. K va être égal au prix d'exercice, strike de cette option. Sigma, ici, caractérise la volatilité de l'actif sous-jacent. La volatilité peut être estimée par diverses manières, la plus courante étant la volatilité historique. Elle se calcule en prenant l'écart type des rendements sur une période spécifique, quotidienne, hebdomadaire, minutaire, etc. Et en l'annualisant selon la formule sigma indice N pour annualiser va être égal à sigma fois la racine carrée de n, où ici, petit n est le nombre de périodes sur une année. Donc par exemple, imaginons que l'on a estimé l'écart type sur une échelle de temps quotidienne. Le nombre de périodes en général sur le marché boursier américain pour une année va être 252. Donc on va annualiser la volatilité en multipliant par racine carrée de 252. Ensuite, R va être notre taux d'intérêt sans risque, souvent estimé à partir des obligations d'État à court terme de notation AAA. Idéalement, du pays de référence de l'actif sous-jacent, par exemple les États-Unis pour le S&P 500. Grand T est la date de maturité du contrat d'option, C, contrat d'option d'achat, donc call, et P, c'est un contrat d'option de vente ou put. Pour nos analyses, nous nous limiterons aux options européennes sur des actions ou titres financiers similaires ne distribuant pas de dividendes. Basé sur ces hypothèses, nous pouvons établir des bornes supérieures. Donc C ne doit jamais dépasser le prix du sous-jacent. Le put, lui, ne doit jamais dépasser le strike multiplié par exponentielle de moins RT. Donc c'est une actualisation, un facteur d'actualisation ici. Ensuite, on a des bornes inférieures. Pareil, le put, lui, ne doit jamais être inférieur au strike actualisé au taux sans risque, moins le prix du sous-jacent, à l'instant 0. Pour le call, lui, ça sera l'inverse. Ça devra jamais être inférieur à S0 moins K exponentielle de moins RT. Si ces inégalités sont violées, alors il y a une opportunité d'arbitrage immédiate et l'on peut en profiter en réalisant un profit sans risque. Cependant, s'il y a bien une relation qu'il faut retenir, c'est la parité call-put, d'une importance cruciale. Considérons le portefeuille A comprenant un call et une somme en cash équivalent à K fois exponentielle de moins RT, investi au taux sans risque dans un zéro coupon. Et le portefeuille B comprenant un put et l'action sous-jacente. Les options call et put ont la même date d'échéance T, le même prix d'exercice K et sont basées sur le même actif sous-jacent. Le payoff d'une option call est max de S indice grand T moins K est 0. Et celui d'un put est max de K moins S indice T est 0. Pour le portefeuille A, si S indice T est plus grand que K, alors sa valeur est S indice T moins K plus K être égal du coup à S indice T. Si ST est plus petit que K, le call n'a aucune valeur, mais le cash vaut K. Pour le portefeuille B, si S indice T est plus petit que K, alors la valeur est K moins S indice T plus S indice T, ce qui nous donne K. Et si ST est plus grand que K, alors B vaut S indice T. Les valeurs des deux portefeuilles doivent donc être égales, d'où C plus K exponentielle moins RT est égal à P plus S indice 0. Si cette relation n'est pas respectée, il existe une opportunité d'arbitrage pour réaliser un profit presque sans risque, car un risque 0 n'existe jamais. Pour prendre un exemple, imaginons que A est plus grand que B. On pourrait alors vendre à découvert A et acheter B.
Une autre stratégie consiste à vendre le call, acheter le put et ajuster le portefeuille pour qu'il soit delta neutre en vendant ou achetant une quantité appropriée de l'actif sous-jacent. Nous approfondirons ces stratégies plus tard. Nous sommes maintenant prêts à aborder l'un des modèles les plus influents dans le domaine de l'évaluation des options, le modèle Cox, Ross et Rubinstein, introduit en 1979. Ce modèle est révolutionnaire non seulement pour sa simplicité conceptuelle, mais aussi à capturer la dynamique essentielle du pricing d'options. Le modèle binomial repose sur une approche intuitive. Il modélise le prix de l'option en estimant l'espérance des payoffs futurs, puis actualise cette valeur au taux sans risque. Ce processus implique un arbre binomial où à chaque nœud, l'actif sous-jacent a une probabilité de monter ou de descendre, reflétant ainsi les fluctuations du marché. L'aspect clé de ce modèle est l'évaluation des options dans un univers risque neutre. Cela signifie que l'on envisage un monde où les investisseurs sont indifférents au risque, se contentant du taux sans risque, comme retour sur investissement. Bien que cette hypothèse de neutralité au risque puisse sembler éloignée de la réalité des marchés, elle s'inscrit harmonieusement dans la logique de l'hypothèse d'efficience des marchés financiers. Selon le MH, le prix de l'actif sous-jacent intègre déjà toute l'information, y compris les anticipations de rendement. Ainsi, en évaluant les options, on ne fait que refléter cette intégration d'informations dans le prix de l'actif sous-jacent. On n'a donc pas besoin de le prendre en compte une deuxième fois. Le modèle binomial est un outil essentiel dans l'évaluation des options, particulièrement bien adapté pour les options européennes, mais pouvant aussi s'adapter à des types d'options plus exotiques. Ce modèle se distingue par sa capacité à modéliser de manière flexible les conditions de marché, permettant d'ajuster les paramètres pour refléter différents niveaux de volatilité et d'autres facteurs spécifiques au marché. Un des atouts majeur du modèle binomial est sa simplicité conceptuelle, qui facilite la compréhension des principes fondamentaux de l'évaluation des options. Il sert de base à l'apprentissage de modèles plus complexes, comme le célèbre modèle de Black-Scholes et Merton, offrant ainsi une transition pédagogique à des modèles plus sophistiqués. Le modèle binomial est largement utilisé dans la formation financière pour sa clarté pédagogique et son efficacité calculatoire. Il offre aux professionnels une méthode intuitive pour analyser le comportement des options dans un environnement de marché complexe. Commençons par examiner l'exemple d'une option sur une action Apple, dont le prix à l'ouverture du contrat est de 197 €, avec un prix d'exercice lui aussi également fixé à 197 €. Supposons que cette option ait une maturité de 3 mois et que le taux de sans risque en vigueur soit de 3%. L'action a deux possibilités. Soit elle monte avec un facteur U, soit elle baisse avec un facteur D. Dans notre exemple, nous supposons que U est égal à 1,10 et que D est égal à 0,9. Nous pouvons ainsi déterminer les deux valeurs potentielles de l'action à la fin du contrat et, par conséquent, les deux payoffs possibles. Nous savons que la probabilité de hausse, notée P indice U, est de 1,5. Puisqu'il y a deux possibilités, nous en déduisons que la probabilité de baisse est forcément de 1 moins P indice U, donc également 1,5. Une fois ces informations en main, nous comprenons que, sous l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage, le prix de l'option à l'instant 0 doit être l'espérance des payoffs futurs actualisés au taux sans risque. Pourquoi l'espérance des payoffs futurs? Parce que sur le très long terme, la loi des grands nombres fera que c'est ce que notre portefeuille ou ce que notre option va nous rapporter en moyenne. On aura forcément, sur un temps infini, dans la théorie, on aura forcément ce payoff-là. En fait, en moyenne, on aura ça, on aura gagné ça. Le prix de l'option à l'instant 0 doit être l'espérance des payoffs futurs actualisés au taux sans risque, étant donné que nous sommes dans un univers risque neutre. Nous pouvons maintenant étendre la logique du modèle binomial pour inclure plusieurs périodes dans notre arbre. La logique fondamentale reste la même, mais nous divisons la période totale en plusieurs sous-périodes. À chaque sous-période, nous rencontrons un nœud où le prix de l'action peut soit augmenter, soit diminuer. Dans le modèle multipériode, à chaque nœud de l'arbre, le prix de l'action évolue en fonction des facteurs de hausse U ou de baisse D, définis précédemment. Cette approche permet de tracer un chemin plus détaillé pour l'évolution potentielle du prix de l'action sur toute la durée de l'option. Chaque chemin à travers l'arbre représente un scénario spécifique de mouvement de prix. Et le modèle calcule le payoff de l'option à la fin de chaque chemin. Ensuite, en utilisant la probabilité risque neutre, nous actualisons ces payoffs pour obtenir une valeur présente, qui est ensuite moyennée pour déterminer le prix de l'option. Ce modèle multipériode offre une représentation plus riche et nuancée des dynamiques de marché, permettant
aux investisseurs et aux analystes de mieux comprendre et d'évaluer les options avec une précision accrue. Maintenant, nous allons généraliser et définir mathématiquement le modèle. Notons F le prix de l'option, qu'elle soit un put ou un call. Sous un univers risque neutre, donc on va avoir F qui va être égal, comme j'ai dit précédemment, à l'espérance des payoffs futurs actualisés au taux sans risque. On va avoir U qui va être égal à exponentielle de notre volatilité annualisée, fois la racine carrée de notre delta t. Et donc delta t, delta petit t ici, c'est le temps d'une période. Et le U ici, c'est notre facteur de hausse. Pour D, c'est exactement la même chose, à part un facteur -1 dans notre exposant. Et D, c'est notre facteur de baisse. A ici, on va l'appeler le facteur de capitalisation, et il est égal à exponentielle de R fois delta t. On va avoir P, notre probabilité de hausse, qui va être égale à A moins D sur U moins D. Et la maturité de l'option divisée en période de durée delta t. I et J avec I entre 0 et N inclus et J entre 0 et N inclus sont des indices. Et ces indices nous indiquent la valeur de l'option à chaque nœud. Donc du coup, on va avoir F indice I J qui va être la valeur au nœud I et J. La valeur de l'option au nœud I et J. On peut connaître à chaque nœud la valeur du sous-jacent. S indice I, J, c'est la valeur du sous-jacent au nœud I, J. Et il va être égal à S indice 0, donc la valeur du sous-jacent au moment où on veut valoriser notre option, au moment 0, fois notre facteur de hausse exposant J, et multiplié par notre facteur de baisse exposant I moins J. F indice I, J, du coup, va être égal à exponentielle de moins R delta T, que multiplie P, donc notre probabilité de hausse, donc P, fois F indice I plus 1, indice I plus 1, J plus 1, plus 1 moins P, qui est en fait notre probabilité de baisse, du coup, fois F de indice I plus 1, J. En fait, on va commencer par calculer tous les payoffs à la fin de notre arbre, donc quand I va être égal à N, et on va appliquer la formule de manière itérative et surtout en commençant par la fin jusqu'au début de l'arbre, donc en rétro-pédalant, si je puis dire, pour obtenir au début de l'arbre la valeur de notre option. Et donc cette méthode, ça s'appelle l'induction arrière. C'est peut-être pas encore hyper clair et assez abstrait, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder tout ça en Python pour mieux comprendre toute la théorie mathématique en un code Python qui va nous permettre de justement valoriser ces options. Donc pour implémenter notre modèle, va falloir commencer par importer NumPy et Matplotlib comme ceci, et ensuite nous allons initialiser nos différents paramètres. Donc on regarde les mêmes notations, K c'est notre strike, 0 le prix du sous-jacent, sigma volatilité, taux sans risque, maturité et nombre de périodes, ainsi que le type d'option que l'on souhaite pricer. On va commencer par créer une fonction binomiale prix. On va lui passer les différents paramètres. Voilà. Ensuite on va calculer les variables nécessaires, à commencer par donc, le facteur, à commencer par le delta t, donc le temps entre les périodes, le temps d'une période plutôt, qui va être tout simplement notre temps total divisé par notre nombre de périodes, notre facteur de capitalisation, donc là on a juste à recopier les formules qu'on a vues précédemment. Donc ici np.sqrt c'est la racine carrée et np.exp c'est la fonction exponentielle. Pour D, on peut juste copier ça et mettre le moins ici. Il nous reste la probabilité de hausse qu'il faut calculer, qui est égale à 1 moins D divisé par U moins D. Et notre facteur d'actualisation, donc discount. On va appliquer cette formule ici,
l'idée c'est de calculer la réalisation de notre action, toutes les réalisations possibles à la fin de notre arbre. Donc de n à 0. Pour 0 compris, il faut mettre moins 1 parce que c'est comme ça en Python, hein, c'est exclusif. Et avec des pas négatifs. C'est-à-dire qu'on va commencer avec un tableau qui commence par n, qui fait ensuite n-1, ensuite n-2, ensuite n-3, etc. Et on veut l'inverse de l'autre côté, hein, c'est ce que nous dit la formule ici. On veut l'inverse de l'autre côté. Donc, c'est fois u. Et cette fois, c'est np.range. Au lieu de commencer par n, on veut que cot, lui, commence par n, lui, commence à 0. Donc, on va le commencer à 0 jusqu'à n, plus 1. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on commence à 0 jusqu'à n, compris. Et on va de 1 en 1. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pour si on commence à n ici 0, ensuite n-1, 1, ensuite n-2, 2, ensuite n-3, 3, etc. Jusqu'à ce qu'on ait 0, n. Voilà, en gros. Et on a du coup toutes les combinaisons possibles et toutes les possibilités du cours à la fin de notre arbre. Donc si on a toutes les possibilités à la fin de notre arbre, on peut maintenant calculer notre payoff. Donc, si notre option est un call, alors on met la formule du payoff, c'est simple. Notre payoff va être égal à np.maximum de s moins k, sinon 0. Voilà, en fait, ce que ça fait c'est que ça prend notre vecteur s, et pour chaque composante de notre vecteur, ça va vérifier que ça va appliquer cette fonction qui nous dit que si ça c'est le max, ça prend ça, si ça c'est minimum, et ça prend 0, tout simplement. Pour le put, on fait exactement pareil, sauf qu'on applique la formule du payoff du put. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a nos payoffs, on va appliquer la dernière étape, c'est-à-dire l'étape d'induction arrière, c'est-à-dire de prendre à la fin de l'arbre l'espérance des payoffs à la fin de notre arbre. Enfin, à chaque nœud, en fait, aller à la fin de notre arbre, actualiser l'espérance des payoffs futurs pour chaque nœud de la période n-1, et ensuite, à chaque fois, revenir comme ça, en actualisant l'espérance des payoffs futurs d'une étape jusqu'à revenir comme ça petit à petit jusqu'au nœud original. C'est ce qu'on a vu dans les exemples précédents, hein, pour les arbres à 2 périodes, sauf que là c'est à n périodes. On part de la fin et on revient en actualisant les espérances des payoffs futurs petit à petit jusqu'à arriver à l'origine de notre arbre, et c'est là qu'on aura le prix de notre option. Donc pour faire ça, on va utiliser une boucle, donc for i np.arrange, et là notre boucle, comme je dis, on commence à la fin, donc au nœud n-1 jusqu'à -1, en prenant donc -1 jusqu'à -1, mais ça va pas, on est en Python, donc là ça ira jusqu'à 0 au nœud d'origine, en prenant des étapes négatives de -1. Donc ça commence à n-1, n-2, n-3, nanana, jusqu'à 0. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va mettre à jour notre payoff. Et donc là, on va appliquer cette formule ici. Donc à chaque nœud, en fait, la valeur du
du nœud, du nouveau nœud, entre guillemets, va être l'espérance, la valeur actualisée des payoffs futurs. Mais en gros, ça va être la probabilité de hausse fois la hausse qu'il y a en face, plus la probabilité de baisse fois la baisse qui est en face. Et on voit qu'on peut voir avec les indices que la hausse est toujours à I plus 1. Donc I plus 1, ça veut dire que c'est dans le temps. Voilà. J plus 1, c'est en hauteur. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, c'est J plus 1 pour la hausse et J pour la baisse. Donc, en termes de code, ça va se représenter comme ça. On prend donc J plus 1, on commence à 1 ici, donc du plus bas mais avec une étape de plus pour justement avoir le J plus 1. J'espère que c'est bien expliqué, c'est un peu vulgarisé. J'essaie d'expliquer cette formule avec des mots. Il aurait peut-être fallu faire une animation. J'espère que c'est suffisamment clair. Si c'est pas le cas, à la limite je ferai d'autres vidéos de toute façon sur les options et j'essaierai de clarifier ça. Donc on commence à 1 et on finit au maximum en fait de notre arbre, c'est-à-dire I plus 2. Pourquoi? Parce que I plus 2 ici ça correspond pas à notre I, enfin ça correspond, si justement ici notre le premier en fait peut s'interpréter comme le J ici, mais pas vraiment, pas exactement. Mais le I, nous ce qu'on veut c'est une étape suivante. Sur l'étape suivante de notre arbre, on a une réalisation du prix du sous-jacent en plus. Donc on a I plus 1. Sauf que en Python, c'est exclusif. Donc il faut prendre I plus 2 si on veut vraiment que ça aille jusqu'à I plus 1. Voilà. Donc ensuite, on fait fois P, plus pour la baisse. Et cette fois pour la baisse, un J. Donc J, ça veut dire que c'est le plus bas possible. En gros, on prend un cran à chaque fois, un cran plus bas que la hausse, logique. Ça sera toujours la baisse relativement à la hausse. Et ici, pour que ça soit bien aligné et justement qu'on ait bien les baisses relatives aux hausses, et qu'on aligne bien ça dans deux vecteurs pour accélérer les calculs. C'est ça le but. Je pourrais le faire avec des boucles, mais ça serait beaucoup plus lent. Et donc c'est moins intuitif avec des vecteurs, mais l'idée reste la même, en fait. Et donc du coup ici, ça va être plus 1 pour avoir I. Voilà. En fait, c'est vraiment cette formule qu'on va appliquer, qu'on va transformer un peu dans notre code. C'est pas exactement, là on recopie pas exactement ça, mais l'intuition reste à peu près la même qui est présentée sur cette équation. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on met entre parenthèses, on actualise, voilà, et on n'oublie pas de multiplier par la probabilité de baisse, 1 moins P. Et ensuite, c'est fini, on a juste à retourner au de 0. Ouais. Et là, c'est bon. Si, alors, un type... Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû mettre elif. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais ça suffit. On a juste à mettre else. Et là, on peut pricer. On a juste vu qu'on a initialisé nos paramètres. On a juste à copier ça, lancer. Et si tout se passe bien... Ah oui, ça c'est... Faut le relancer sinon. C'était à 100 000. 300. Ah, il y a sans doute un souci. Ah oui, il y a un souci, en effet. Voilà, ne pas oublier, c'est exposant, pas faux. J'avais oublié une petite étoile ici. Et donc ça nous donne un prix d'option de 24,86. On peut augmenter le nombre de périodes, ça augmentera
Si on augmente le nombre de périodes, ça augmente la précision de notre arbre. Voilà, donc ça serait plus 25, 13. Si on augmente le taux sans risque, le prix augmente. Si on augmente la volatilité, de même, le prix augmente. Si on augmente la maturité, ou non, qu'on la réduit plutôt, ça va diminuer le prix de l'option. Si on augmente le strike et que ça reste un call, ça va diminuer le prix de l'option. Et donc si on met un put, ça va augmenter le prix de l'option. Donc on met type parce que sinon ça va pas fonctionner. Hop. Voilà. Et donc on a notre... ce qu'on peut faire, c'est visualiser vite fait ce qui se passe quand on augmente le nombre de périodes. Quand on augmente le nombre de périodes, on voit que ça converge vers un prix optimal. Le mieux, c'est de prendre une option à la monnaie. Ça nous donnera un graphique un peu plus joli, normalement. Voilà. On voit que ça converge vers un prix ce prix a une certaine signification et c'est ce qu'on verra par la suite. Voilà, ce sera tout pour cette partie 1 sur les options. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines parties et les autres vidéos qui arriveront. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.